Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un athlète, jeune papa qui croque la vie à 100 à l'heure, menant de front une vie de sportif, d'entrepreneur, de coach et d'influenceur. Passé de l'anonymat à une notoriété Instagram avec aujourd'hui plus de 170 000 followers, il s'est fait connaître par l'émission Koh-Lanta il y a 5 ans aux Fidji. Je reçois le jovial Dorian Louvet, celui qui ne cache pas ses émotions et s'exprime souvent sans barrière. Salut Dorian. Salut Fred, salut à tous. Merci Dorian de nous accorder de ton temps. En plus, je le précise, tu es malade, tu souffres d'une angine blanche, donc, mais ça ne va pas t'empêcher de parler, en tout Non, cas. désolé juste si j'ai la voix qui part un petit peu en vrille, mais ça devrait le faire. Ça va le faire. On va passer 1 heure ensemble à décrypter ton environnement, celui dans lequel tu évolues désormais. Mais pour commencer, peux-tu revenir sur ton aventure Koh-Lanta, celle qui t'a fait connaître et qui t'a apporté aujourd'hui cette notoriété? Que retiens-tu de cette aventure il y a 5 ans? C'était vraiment une aventure humaine exceptionnelle. Je pense que il n'y a aucune autre situation dans le monde qui peut te mettre autant en difficulté. C'est d'ailleurs pour ça que derrière, je suis aussi allé chercher, moi, dans l'ultra, des fois, le dépassement de soi et sortir de sa zone de confort pour essayer de ressentir un petit peu ce que j'avais ressenti à Koh Lanta. Pour autant, je pense qu'il y a jamais rien qui sera similaire à ça. Donc c'est vrai que c'était un rêve pour moi. J'avais vraiment envie d'aller vivre cette aventure humaine, pouvoir me dépasser physiquement, mais aussi dans la vie de tous les jours, enfin sur la vie du camp. J'avais vraiment envie de voir si j'étais un petit Robinson. Et j'ai été servi parce que vraiment, c'est d'une difficulté extrême. Et même si on a l'impression de savoir comment ça se passe là-bas, tant qu'on l'a pas fait, on peut pas savoir ce que c'est. Et voilà, plus la difficulté est incroyable, plus la satisfaction arrivée, elle est belle. Donc je suis vraiment très très content d'avoir fait cette aventure. Et il faut savoir que je l'ai fait vraiment avant tout pour l'aventure humaine, plus que pour ce que ça allait m'apporter derrière, puisque à l'époque, quand tu faisais koh tu perçais pas du tout sur les réseaux. Alors, on en avait parlé aussi l'an passé quand on s'était rencontrés. L'élément dont tu avais peut-être le plus souffert et dont on ne se rend pas forcément compte toujours à la télé, c'est la nutrition, la nourriture. Tu es revenu sur ces épisodes. C'est vraiment un gros problème, la nutrition. Tu m'avais dit après que la première chose que tu étais allé faire en rentrant, ça avait pris un caddie et tu l'avais rempli de tout ce que tu trouverais dans un supermarché. Tu avais repris très très vite du poids. Et c'est vraiment la nutrition le plus dur sur cette aventure. Ouais, clairement, de mon point de vue, c'est vraiment la nourriture, on se rend pas compte, mais en fait la nourriture, ça, au final, ça nous tient chaud, ça nous donne l'énergie pour nous lever, pour aller pisser. Et quand tu manges plus, même aller pisser, ça devient très compliqué. Donc nous, en tant que sportifs, on a des capacités parce qu'on a travaillé ça pendant des années, donc on a la capacité par rapport aux autres de courir plus longtemps, courir plus vite, sauter plus haut, sauter plus loin, porter plus lourd. Et au final, tout ça, ça fait qu'on brûle aussi énormément de calories, plus que quelqu'un de sédentaire qui n'a pas l'habitude de faire du sport et qui, au bout de 20 mètres, va être fatigué. Donc nous, on se dépasse sur les épreuves et c'est pour ça que j'y étais allé. Mais clairement, derrière, le fait de ne pas pouvoir recharger, ça a été très très compliqué. Et moi, mais de loin, j'ai souffert de la nourriture comme jamais.
Vraiment, nuit et jour, 24 heures sur 24, je parlais de nourriture. Tu es passé de l'anonymat, hein, un contrôleur à la SNCF, donc un travail, on va dire, classique, un emploi conventionnel en France, à une personnalité que tu as nommée même à un moment sur les réseaux sociaux Dorian Colanta. Et maintenant, tu es revenu à ton vrai patronyme, c'est-à-dire Dorian Louvet. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que koh ça a été une parenthèse de ma vie et je suis vraiment très content de l'avoir vécu. Maintenant, aujourd'hui, j'espère aspirer à autre chose qu'être juste le mec qui a fait koh après koh moi j'ai repris ma passion qui était la course à pied. J'ai communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux. Donc forcément, tous les gens qui me suivaient juste parce qu'ils me voyaient à koh et qui en avaient vraiment rien à foutre de la course à pied ont arrêté de me suivre. Donc j'ai perdu énormément d'abonnés. Et puis du coup, bah, j'en ai repris, j'ai recréé une communauté. Et aujourd'hui, je pense être beaucoup plus assimilé à un athlète sportif, influenceur sport, coach, que au mec qui a fait koh Donc c'était vraiment un tremplin. J'en suis très content, mais aujourd'hui, je préfère qu'on m'appelle par mon prénom et mon nom, donc Dorian Louvet, plutôt que Dorian koh. Je crois que tu m'avais dit que tu avais perdu près de 50 000 followers, donc tu étais redescendu à 100 000, ce qui est beaucoup aujourd'hui dans une communauté, dans un influenceur, et tu es remonté avec ta pratique du sport, ton rôle avec cette communauté à plus de 170 000. Ouais, c'est surtout que là, j'ai créé une communauté beaucoup plus engagée. Ça veut dire que les, euh, les 70 000 personnes qui me suivent depuis koh ils me suivent pas parce que j'ai fait koh il y a 5 ans. Ils me suivent pour ce que je fais aujourd'hui et pour ce que je peux partager quotidiennement sur mes courses, mes émotions, mes doutes, mes joies, mes peines, mes équipements et ma vie à 100 à l'heure. Donc aujourd'hui, je pense qu'on me suit pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai été. Donc c'est vraiment pour moi une réussite. Encore une fois, c'était pas voulu, hein, tout ça, c'est venu naturellement et spontanément. Mais c'est vrai que c'est une réussite pour moi aujourd'hui d'avoir transformé ma communauté depuis koh. Alors justement, on gagne quoi au-delà de cette notoriété? On gagne quoi quand on est en finale de koh? De la satisfaction personnelle. Moi, le fait d'être en finale, d'être arrivé et que personne n'ait éteint mon flambeau, que personne ne m'ait éliminé, c'est une vraie satisfaction. Donc moi, vraiment, j'y allais vraiment avant tout pour l'aventure humaine et la satisfaction personnelle. Maintenant, si on parle en termes financiers, mais ça on le savait avant, il y a 100 000 euros pour le gagnant. Donc si tu peux faire deuxième, troisième, quatrième, t'as peanuts. Et ensuite, on a un contrat de travail où on gagne, je crois que c'est 400 euros brut par semaine, donc l'équivalent d'un SMIC. Donc moi j'ai passé 50 jours en dehors de chez moi pour gagner à peu près 2000 euros. Donc vraiment, tu fais pas ça pour l'argent. Aujourd'hui, tu as quitté ton emploi à la SNCF. Alors, je ne sais pas si tu es en dispo ou si tu as vraiment démissionné de la SNCF. Est-ce qu'on peut vivre financièrement après un koh au-delà de ces 1600 euros de SMIC et est-ce qu'on peut valoriser son image? Alors, quand on sort de koh clairement, on peut réussir à gagner un petit peu d'argent. Tout le monde nous le dit, il faut en profiter, il faut se surfer sur la vague parce que ça dure 6 mois et au bout de 6 mois, il y a un nouveau koh qui arrive et ça se termine. Donc clairement, tu vas signer des autographes à Cora, à la kermesse du coin. Tu prends à chaque fois un petit billet de 500, 600 euros. Tu as des premières collaborations qui arrivent sur Instagram parce que les marques, elles te sautent dessus et tu te dis que, je me souviens, j'avais fait la promotion mince, comment ça s'appelle? Le maté, pardon. Voilà, j'avais fait la promotion du maté et le maté, j'en avais eu, je crois que j'avais gagné 1000 euros pour faire 2 stories. Donc je trouvais ça incroyable, donc clairement je l'ai fait tout de suite. J'avais fait aussi, je me souviens, la promotion des cadres avec des animaux où j'avais dû prendre 800 euros. Donc ça, c'est des petits billets faciles que tu peux prendre tout de suite après koh parce que t'as la communauté et que les marques, elles te sautent dessus. Maintenant, j'ai fait ça un petit peu et en fait, bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément mon univers et que de toute façon, si on voulait un petit peu durer, il fallait arrêter de faire ces placements de produits purs et durs et plus se reconcentrer sur son univers. Justement, ce côté histoire, ton histoire à toi, c'est koh parce que tu es connu pour ça et on voit bien que tu as envie de tourner cette page. Aujourd'hui, c'est plus Dorian koh, c'est Dorian Louvet. Mais tu es surtout un athlète à la base, c'est-à-dire que les gens te connaissaient pas forcément, mais tu vaux, je crois, 30-37 au 10 bornes. Tu es finaliste du championnat de France de 3000 steeple.
as un chrono de 2,27 au marathon, donc ça va parler au Devin. 2,20 au marathon. Ouais, Euh, quand même. Celui-là, me l'enlève pas, celui-là. C'était l'an passé, non? C'est ça? Ouais, c'était là, 2024 à Rotterdam, ouais. Il y a 6 mois. Ouais. Donc gros chrono, faut quand même aller le chercher. Ce passé de sportif a-t-il été utile aujourd'hui dans ta reconversion? À coup sûr. En fait, après koh du coup, moi, sur mes réseaux, j'ai commencé à reparler de course à pied. Donc, c'est ce que je disais, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Sauf que quand je me suis remis à courir, et ben, en fait, les gens se sont dit, mais attends, le mec, il court pour de vrai. Ça veut dire que je faisais pas juste des petites vidéos du gars qui courait. J'ai dit, bah, je vais faire mon premier marathon. Et j'ai fait 2h27. C'est là où j'ai fait mon premier marathon 2h27 à Paris. Ensuite, je me suis dit, bah, vas-y, je vais me lancer dans la Diagonale des Fous. Donc, un pari totalement dingue. J'ai fait ça en 42 heures, mais bon, voilà, j'ai raconté un petit peu de l'intérieur. Je pense que je suis vraiment authentique et je parle sur les réseaux comme je parlerais à mes potes. Et j'espère que tu pourras le confirmer. Et moi, c'est toujours la plus belle chose qu'on peut me dire, c'est que je sois sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours, en fait, je suis le même. Et ça, du coup, c'est une vraie satisfaction. Et je pense que c'est pour ça que les gens me suivent, parce qu'il y a de l'authenticité et que je suis clairement nature peinture. Et donc derrière, quand moi j'ai commencé à parler de course à pied, de coaching et de résultats, et que derrière les résultats suivaient, bah, c'est toujours plus facile de suivre et de s'inspirer de quelqu'un qui parle et qui perf que juste de quelqu'un qui parle. Donc je pense que mes résultats sportifs, ils m'ont clairement aidé. On le voit encore aujourd'hui, j'ai même des contrats athlètes où les marques, enfin je sais que ça repose aussi énormément sur ma notoriété, mais elles me font quand même confiance et elles me mettent dans les meilleures dispositions pour que je puisse aller m'épanouir et parfait pour montrer les couleurs de la marque. Donc je suis vraiment suivi en tant que sportif aujourd'hui et ça c'est une réelle satisfaction pour moi. C'était important pour toi d'avoir ce rôle et cette stature de sportif plutôt que celle d'être invité sur des événements et de dire ah ouais c'est le mec qui a fait koh aujourd'hui. T'es plus mis en valeur t'es plus à l'aise avec toi-même en étant celui qui aujourd'hui vaut 2,20 au marathon ou 30 minutes au 10 bornes. Totalement. On a souvent, dans ces métiers-là, on a souvent le syndrome de l'imposteur, où on se dit toujours que en vrai on fait ça, mais on ne le mérite pas vraiment. Même moi, je peux encore le croire aujourd'hui. Pour autant, on voit toujours le vase à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais je me dis quand même que les résultats que je peux faire, pour 99% de la population, ça reste des résultats qui sont quand même assez exceptionnels. Donc, je suis lucide sur la situation. Je me suis jamais vu plus beau que ce que je ne l'étais. J'ai jamais dit que j'allais faire les Jeux Olympiques. J'ai jamais dit que j'allais gagner l'UTMB. Pour autant, j'ai quand même des ambitions qui sont personnelles et c'est vrai que je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise à parler de course à pied, à représenter des marques, tout en sachant que derrière je fais des performances et j'arrive à courir devant. Et je suis aussi beaucoup plus respecté et je pense que ça c'est super important. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir j'ai toujours eu besoin un peu de reconnaissance. J'ai du mal avec les critiques et je me dis que la reconnaissance de mes pairs entre guillemets qui disent bon bah ok Dorian c'est un mec des réseaux, il vient de koh il fait de l'influence, mais les gars il fait quand même 2h20 sur marathon, voilà, faut le prendre au sérieux et c'est pas un peintre et ça c'est super important pour moi. Justement, est-ce que sans koh tu te serais mis au trail, par exemple? Est-ce que ton pote, Mathieu Blanchard, avec qui tu t'entraînes parfois, t'as communiqué cette passion pour la course à pied? Parce que lui, il y était avant, enfin la course à pied en chemin, il y était avant, il s'y est mis quand il était du côté du Québec. Est-ce que ça a eu un effet Mathieu Blanchard, koh t'as venu sur trail alors que tu aurais pu rester sur route ou sur piste et faire aussi des grosses perfs, passer peut-être sous les 30 au 10, passer sous les 2,20 ou même 2,15 au marathon. Est-ce que ça a eu un effet? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'en fait, moi, j'étais un puriste, hein. Ça veut dire qu'avant koh ma distance la plus longue que j'avais faite, c'était un 10 km. J'étais vraiment un coureur de cours, 2500, de 3000 sur piste. Et vraiment, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre de la course à pied, de l'athlétisme. J'avais pensé plusieurs fois arrêter. Et après koh en fait, j'ai juste eu des opportunités. C'est vrai que je suis allé m'entraîner à Chamonix pour la première fois que j'ai fait du trail. C'est à Chamonix avec Mathieu. J'avais souffert comme jamais. J'avais trouvé ça trop dur. Et en vrai, c'était pas forcément un objectif. Et puis après, on m'a proposé, donc effectivement, on a la chance d'avoir quand même des accès des fois privilèges. On m'avait proposé d'aller courir l'OCC. Je me suis dit, oh, ça va le faire.
Je m'étais pas entraîné de l'été et j'avais quand même fait mon marathon, mon premier marathon. Donc en fait, après koh je me suis dit, j'arrête de courir. J'ai arrêté de courir. Après, je me suis dit, il me manque quelque chose. Donc j'ai dit, tiens, je vais aller faire le marathon des sables. J'ai souffert comme jamais, mais j'ai vraiment kiffé être vraiment à la ramasse. Et après, je me suis dit, bah, je vais faire mon premier marathon. Et en fait, c'est vrai que koh ça a eu un effet sur le fait que je me suis dit, je vais me mettre sur du plus long. Et je vais faire tout ce que j'ai pas fait, je vais redécouvrir la course à pied différemment. Donc je me suis mis sur marathon. Après, j'ai essayé le trail, des débuts catastrophiques, où je me suis dit, bah, en fait, c'est pas du tout le même sport, j'aime pas du tout. J'ai fait l'OCC, j'ai explosé, j'ai fini à quatre pattes dans la flégère, j'avais des crampes de partout, c'était l'enfer. Je m'étais pas hydraté, rien du tout, toutes les erreurs du débutant, les pieds éclatés, les ongles noirs, vraiment horrible. Après, j'ai fait la diagonale des fous, j'étais à la ramasse, j'ai dû dormir après toutes les 10 minutes parce que j'arrivais plus à avancer. Et je me suis dit, bon, je peux pas rester là-dessus. L'année prochaine, je me fais une saison de trail. Et du coup, je suis reparti sur route. J'aime bien être un coureur un peu hybride. Donc, la route, c'est pas fini pour moi. Les moins de 30 minutes sur 10 bornes, je pense pas qu'il soit fini pour moi. On sait jamais. Et j'aime bien faire une première partie de saison vraiment sur route. Et après, l'été, aller sur trail. Donc, c'est pas Mathieu Blanchard qui m'a emmené au trail. Mais c'est vrai que c'est les différentes opportunités, et la montée en puissance du trail qui fait que je suis allé voir un peu comment ça se passait dessus. Et j'y ai quand même pris du plaisir différent de la course sur route, mais que j'apprécie tout autant. Donc, tu t'es mis au trail il y a à peu près 2 ans. On s'était d'ailleurs aussi vu sur le Dodo Trail à l'île Maurice où tu avais pris une bonne fessée au passage. Mon seul abandon jusqu'à aujourd'hui. 2 podiums sur le 34 km du trail Alsace by UTMB en 2022 et 2023. Une OCC en 2023, une OCC en 2024. On t'a vu finir en pleurant, te cacher. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure et je le confirme, tu es quelqu'un d'intègre, tu caches pas tes émotions. Ça a été une grosse déception cette année, cette 90e place ou 91e sur l'OCC. Ouais, ouais, totalement. En fait, c'est vrai que cette année, ma saison de trail, elle n'a pas été optimisée. Sur mes deux premiers trails, je me suis perdu deux fois en perdant 20 minutes et 20 minutes. Donc, on en rigole sur les réseaux, mais en tant que compétiteur, ça fait quand même un petit peu mal. Comme je l'ai dit, hein, j'ai toujours besoin de prouver. J'ai l'impression que puisqu'on est sur les réseaux et qu'on communique beaucoup, on a encore plus besoin de prouver. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le trail, pour beaucoup, c'est aussi très conservateur. Et les gens ont du mal à se dire qu'on peut communiquer sur les réseaux et vouloir faire du trail pour autant. Donc, même en parlant de code ITRA, des choses comme ça, c'est des choses que je dois vraiment améliorer. Et j'avais été déçu, j'avais vraiment tout misé sur cette OCC. J'avais fait 30e l'année dernière, donc quand même une belle performance sur une course qui est quand même très très relevée. Cette année, mes ambitions, elles étaient beaucoup plus élevées. Je me sentais mieux, j'étais plus fort. J'avais vraiment tout misé sur cette course-là. Et voilà, peut-être trop d'envie, trop d'entrain. J'ai du mal à encore à avoir du recul pour savoir ce qui s'est passé. Je suis peut-être parti un peu trop vite. Première fois que je partais dans le SAS Elite, je me suis retrouvé très vite top 25 alors que je pensais que j'étais 60-70. Je voulais faire une course de remontée. Au final, j'étais très vite placé dans le classement que je voulais, dans le classement que je voulais être. Et ouais, un coup de chaud, je pense. Et derrière, ça a été énormément de déception pendant la course de se dire que bah, l'objectif, il était terminé et que j'avais tout misé là-dessus. Derrière, s'en est suivi des vomissements, des crampes et le fait de ne pas vouloir abandonner, mais du coup, une course très très éprouvante. Avec cette année une charge mentale aussi quand même qui était assez importante, un changement de vie perso et beaucoup de taf qui font que dans ces moments-là où ça devient très très difficile et éprouvant, on est aussi en introspection sur soi-même. Et franchement, j'ai pas attendu la ligne d'arrivée pour pleurer. Plus d'une fois, pendant que je vomissais, j'avais les larmes aux yeux en me disant j'ai tout niqué quoi. Vraiment, c'est un peu difficile là. Et je voulais garder ça pour voilà pour moi. Sauf qu'à la ligne d'arrivée, j'ai vu voilà tous mes amis etc qui étaient là, tous très déçus pour moi. Parce que finir à la 90e place, et encore, hein, je pensais que j'étais 200e. Hein. C'était terminé pour moi. Voilà, c'était pas du tout dans ce que je voulais faire. J'ai terminé parce que je pense que c'est important de terminer, mais vraiment dans la souffrance. Et c'était, comme je l'ai dit, une ligne de délivrance, l'arrivée. Et ouais, les émotions ont lâché. Et là, je crois que j'avais une charge émotionnelle un peu trop intense qui a explosé. Je pense que la dernière fois que j'ai pleuré comme ça, j'avais 12 ans. Ça n'a pas été facile, mais je pense que ça m'a fait du bien. C'est un reset et si ça arrivait, c'est qu'il fallait que ça arrive. Mais effectivement, ouais, grosse déception sur la course. Tu es très présent sur les réseaux sociaux, tu as une grosse communauté. Est-ce que cette communauté, elle est intransigeante avec toi quand justement tu passes à côté d'un gros objectif comme ça comment tu gères ces situations? C'est toi concrètement qui gères
ta communauté, tu as quelqu'un qui travaille pour toi? Est-ce que tu réponds à des messages parfois sans doute un peu virulents, qui sont sans doute durs à entendre ou à lire quand on passe à côté d'un objectif et c'est vrai qu'on mise très haut, tu avais misé très Mm. haut sur cette course et on t'attendait aussi, Ouais, bien sans sûr. doute probablement autour du top 20, au regard de tes performances. On peut passer à côté, mais est-ce que c'est difficile aussi d'avoir une communauté qui peut te rentrer dedans? Eh ben, en fait, je vais te dire que moi, j'ai une chance incroyable, c'est que quand je suis déçu d'une contre-perf comme ça, je suis avant tout déçu pour moi. Parce que même si on communique, etc., je vis pas non plus par procuration. Pour autant, c'est vrai qu'on y pense toujours à qu'est-ce que vont dire les gens. J'ai vraiment la chance, mais vraiment, vraiment une chance incroyable d'avoir une communauté, mais tellement compréhensive, compréhensive, je sais plus ce que, compréhensive. J'ai vraiment la chance d'avoir cette communauté bienveillante qui est toujours présente pour moi. Et après cette course-là, mais j'ai reçu des centaines et des centaines de messages mais en disant, mais mec, t'as pas à être déçu, merci de nous montrer que, en fait, un athlète de haut niveau, c'est pas toujours tout rose, enfin, t'es humain, tu te loupes jamais, c'est vrai que je me loupe très rarement sur des courses, et le fait d'avoir ces centaines et ces centaines de messages, ça m'a rappelé à quel point j'avais vraiment une communauté bienveillante, et genre, j'en suis super fier. Je me fais très très peu tacler. Ceux qui me taclent en général, c'est des gens qui vont pas me suivre, mais qui sont là pour tacler tout le monde tout le temps en disant bah oui, parle un petit peu moins sur les réseaux et cours un peu plus. Mais ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils savent pas que je m'entraîne quand même tous les jours et que quand je vais courir, je suis pas avec mon téléphone à faire des stories. Mais franchement, j'ai une communauté très très bienveillante et j'ai vraiment cette chance-là. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment impactés par ça. Moi, je pourrais l'être si c'était le cas. Parce que je prends les choses à cœur, mais c'est moi qui gère mes réseaux, c'est moi qui lis mes messages, c'est moi qui réponds à tous mes messages. Personne n'a accès à mon Instagram et franchement, j'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté en or. T'es passé de la piste, de la route au chemin de montagne même, un univers était presque étranger pour toi puisque tu viens de Normandie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu considères que le trail, c'est vraiment un autre sport que vraiment l'athlétisme? Totalement, c'est un sport qui est totalement différent, mais vraiment. Alors bon, tu cours, hein, tu mets les baskets et tu cours, donc ça tu peux pas l'enlever. Effectivement, le fait d'avoir des capacités ou un bon niveau dans un sport comme dans l'autre t'aide forcément un petit peu à la transition. J'ai pas fait 30e à l'OCC l'année dernière juste en me mettant en trail la première année comme ça, mais c'est clairement un sport différent. C'est la nature, les sentiers, la pose de pied, la technicité, la gestion de course, de l'alimentation, de l'hydratation. C'est vraiment, vraiment un sport qui est différent. Et je me rends compte aussi que le trail, c'est aussi différent de l'ultra trail. Encore deux sports totalement différents. Mais, euh, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'arrive à plus m'en sortir et pas forcément m'épanouir, mais en tout cas euh, maîtriser la course à pied sur route, sur 10, sur semi, sur marathon. Maintenant, sur trail, pour moi, je suis encore vraiment un débutant de chez débutant. J'apprends, chaque course, c'est un apprentissage. J'ai pas la chance d'habiter à la montagne, donc je peux pas m'entraîner tous les jours avec du dénivelé. Moi, pour faire du dénivelé, c'est très compliqué ici. Donc, j'ai décidé de travailler plus sur mes qualités de routard et de mec qui court vite pour derrière justement avoir cette bonne transition avec le trail et accentuer sur la muscu. Je suis persuadé que ça va venir. Maintenant, voilà, faut laisser le temps et faut pas que je me mette la pression. Il y aura encore des belles courses, j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que le trail, c'est vraiment un sport différent de la course à pied qui demande vraiment un apprentissage et une expérience. Alors, t'es passé justement cet hiver, t'en parlais des équipementiers qui t'aident et qui te soutiennent dans ton sport. T'es passé de Mizuno à ASICS. Pour quelle raison? C'était financier? C'était une opportunité? C'était quoi? En fait, moi j'étais chez Mizuno avant koh. Il me donnait une dotation produit quand j'étais athlète. Forcément, quand je suis arrivé à koh, il y a toutes les marques qui sont venues me voir. Beaucoup d'ailleurs pour des one-shots en disant on veut que tu fasses une story ou un réel pour notre marque en mettant en avant la nouvelle chaussure. Moi, j'avais pas envie d'être assimilé à plein de marques. Donc j'ai directement négocié avec Mizuno en disant vous m'avez fait confiance avant. Là, j'ai pété sur les réseaux. C'est pas une raison, c'est avec vous que je continue parce que vous m'avez fait confiance avant. Donc j'ai négocié qu'avec Mizuno. Il n'y a aucune marque qui pouvait rentrer dans le game parce que je leur devais ça.
Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Et donc j'ai continué 1 an, 2 ans, 3 ans avec Mizuno. Les années d'après, c'est vrai que j'ai eu d'autres occasions de partir, d'autres marques qui se sont intéressées à moi, mais qui financièrement me donnaient la même chose. Donc pourquoi partir pour la même chose alors que je suis avec une marque depuis 3 ans, 4 ans et qui me font confiance depuis le début? Moi, j'ai toujours prôné la confiance et les gens qui ont toujours eu confiance en moi en amont. Donc vraiment Mizuno, ils me faisaient confiance avant, j'ai continué un maximum avec eux. Et c'est vrai que là, cette année, ASICS est arrivé de façon, entre guillemets, agressive, hein, pas dans le mot péjoratif, mais pour me faire comprendre qu'ils voulaient vraiment que je rentre dans leur team, avec surtout un projet sport, donc des stages, des cours sur lesquels tu es encadré. Là, j'ai vu par exemple sur l'UTMB, on était dans le chalet ASICS, on prend vraiment soin de nous, on est là pour nous, etc. Là où chez Mizuno, c'est vrai que j'étais un petit peu seul, puisqu'on n'avait pas une team. Donc vraiment, vraiment, ASICS, ils sont arrivés avec ce projet-là écrit en me disant, on veut que tu sois dans notre équipe, on veut prendre soin de toi sur les courses, on compte sur toi, et aussi financièrement un cachet plus intéressant. Donc voilà, j'ai pesé le pour et le contre. J'adore l'équipement ASICS, c'est vraiment une marque qui est reconnue mondialement. Donc j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Et j'ai pris le temps du coup de discuter avec Mizuno, de faire une visio avec eux, tous, pour les remercier et leur dire qu'en fait j'étais même pas là pour essayer de négocier. Est-ce que vous voulez mettre pareil? Est-ce que vous voulez mettre plus? Est-ce que ASICS va mettre plus? J'étais pas là pour faire marchand de tapis. Ça en soi, c'est mes agents qui le font s'ils doivent le faire. Moi, je leur ai juste dit que voilà, la proposition ASICS et le projet me plaisait et que j'avais envie de grandir dans tout ça. Et le fait d'arriver chez ASICS, ça me plaçait encore un peu plus en tant qu'athlète élite. Et du coup, c'est vraiment une opportunité que j'ai saisie et j'étais vraiment très content de pouvoir signer avec ASICS. Alors, je vais être cash et je sais que des fois tu peux l'être aussi. C'est quoi le montant, par exemple, si tu peux ou donner une fourchette de ce que peut aujourd'hui proposer une marque à un athlète performant sur route, en devenir sur trail et qui pèse aujourd'hui plus de 170 000 followers sur Instagram. Alors pour le contrat ASICS, j'ai pas le droit de donner le montant exact parce que on a des clauses là-dessus. Mais en vrai, j'ai aucun souci avec ça. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu dans un profil hybride où je suis pas que influenceur, mais je sais très bien, je suis lucide sur le fait que si j'étais juste athlète sans Instagram, aujourd'hui, j'aurais pas un contrat financier chez une marque parce que j'ai un très bon niveau, mais je suis pas top athlète non plus. Donc j'aurais peut-être des bricoles, de la dotation, etc. Mais en tout cas, j'aurais pas ça. Faut savoir que ma première année chez Mizuno, quand j'avais négocié après koh j'avais négocié, je crois que c'était 11 000 euros à l'année, donc ce qui est déjà incroyable. Ça, derrière, après, il y a forcément notre agence qui négocie les contrats, qui prend, nous, chez Fresh Touch, ils prennent 20% sur tout ce qu'on fait. Et bien sûr que depuis, ça a été renégocié. Maintenant, il faut aussi se dire que dans mes contrats, moi, je dois leur donner des journées d'activation. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi le contrat un peu influence, où par exemple, hier, je suis allé tourner toute la journée avec ASICS sur Paris. Quand je suis à l'UTMB, il faut que j'aille faire des podcasts, des choses comme ça, parce que les gens me suivent et que du coup, ça donne de la visibilité. Maintenant, ce que je peux te dire en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, nous, pour une story sur mon compte, donc sans parler des contrats sportifs, mais des fois, on peut me voir faire des stories bah là, je viens de faire par exemple un réel avec une marque de nourriture à emporter, des choses comme ça. C'est ce qui me fait vivre et j'espère que les gens comprennent et ils sont à l'aise avec ça. Mais il faut savoir que moi aujourd'hui, sur une story, le montant qui est demandé, c'est 1500 euros. Et pour un réel à peu près qu'on laisse sur le post, sur le fil d'Instagram, c'est aux alentours de 2500 euros. Donc voilà, c'est des sommes qui sont incroyables, je l'entends. C'est un SMIC à faire une vidéo. C'est pour beaucoup de gens, ça va être n'importe quoi et ils vont se dire que c'est pas juste. Je peux l'entendre. Maintenant, c'est aussi le marché qui veut ça. Ça veut dire que nous, notre communauté, on l'a travaillé pour l'avoir. On se donne tous les jours pour continuer de le faire. C'est vraiment un métier d'être créateur de contenu, de toujours devoir retrouver des ressources pour trouver du contenu différent, emmener les gens avec toi sur des courses, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie grâce à ça. Et ça serait dommage de s'en priver. Donc c'est pour ça que quand les gens critiquent, je l'entends,
mais on a quand même aussi un avenir alors je suis pas du tout là pour pleurer dans les chaumières, hein, mais à construire. Moi, j'investis, j'ai une fille, j'ai un loyer à payer, enfin comme tout le monde, et on va pas commencer à dire ah bah non, je veux pas parce que je suis trop bien payé. Donc voilà, c'est le monde des réseaux sociaux et de l'influence aujourd'hui qui veut ça. Et encore, hein, il y a des tarifs qui sont bien plus élevés sur des influenceurs qui sont encore bien plus connus que moi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est de la communication. Avant, les marques payaient très cher pour être sur un abribus. Aujourd'hui, sur un abribus, ça marche plus trop. Ils préfèrent faire appel à des créateurs de contenu qui parlent directement à leur communauté parce que je pense que ça a plus d'impact. On y reviendra un petit peu plus tard. Juste, tu as aussi créé une activité puisque tu viens du monde de l'athlétisme, tu es Mmh, aussi éducateur mmh. sportif, tu as une carte pro là-dessus. Tu t'es fait aussi connaître depuis à peu près un an en coachant des personnalités comme Robert Pires, notamment le champion du monde de foot, qui a participé au marathon pour tous aux Jeux Olympiques. Tu es très proche de Denis Brognard, que tu coaches aussi, je crois. Est-ce que c'est compliqué de coacher des célébrités plutôt que des anonymes par rapport à... Alors, je crois que tu m'en avais parlé une fois, tu me disais, mais Denis, c'est impossible parce que il respecte jamais mes plans et tout. Ouais, en fait, Raconte-nous c'est un pas peu. plus compliqué d'encadrer une personnalité que quelqu'un de lambda, si c'est une personnalité qui est motivée et qui a envie. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui vient te chercher pour te dire, voilà, je veux m'entraîner 3 fois par semaine parce que j'ai cet objectif-là, si c'est une démarche de sa part, le mec va vouloir aller s'entraîner. Si c'est une opportunité, des fois, d'être sur une course, si c'est une opportunité, des fois financière, si c'est une opportunité de communication, et que du coup, les gens s'inscrivent à une course en se disant, bon, bah, par contre, va falloir que je m'entraîne. Et bah, du coup, c'est plus la même approche. Et là, il y a beaucoup plus d'excuses faciles à trouver parce que c'est des gens qui sont énormément pris. Pour autant, voilà, ça crée des liens. Denis, c'est quelqu'un qui est très motivé, donc franchement, lui, ça va. Après, c'est vrai que bah là, par exemple, il est sur le tournage de koh aux Philippines, donc forcément, pour faire une séance de piste, ça va pas être facile. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai cette chance. Encore une fois, je sais pas comment c'est venu, je sais pas comment c'est arrivé, de pouvoir coacher des personnalités. La Team Orange Running y a été pour quelque chose aussi, puisque j'ai eu l'occasion du coup d'encadrer toutes les personnalités de la Team Orange Running. Je pense que c'est comme ça que c'est venu. Et en fait, tout ça, bah, ça a créé aussi mon personnage, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de passionné, qui transmet. Et en fait, au-delà des plans d'entraînement, je pense que ce qui est apprécié, c'est plutôt le discours que je peux avoir sur la course à pied et sur le fait de vivre des émotions en courant. Et c'est surtout, voilà, c'est tous ces messages de motivation que je peux faire passer au quotidien, qui motivent les gens et motivent certaines personnalités à vouloir s'entraîner. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui sont vraiment spécialisés en tant que coach course à pied. Il y a énormément d'applications qui sont très bien, avec des plans très structurés, des applications très intuitives. Mais voilà, ça manque de l'humain. Donc si tu es OK et que t'as pas besoin d'humain pour te bouger, te dire bravo, et bah ces applications sont très bien. Mais moi, je suis pas du tout sur le même marché. Moi, je pense vraiment que on a besoin d'un coach derrière nous pour nous féliciter, nous dire quand ça va pas, nous souhaiter bon courage la veille de la course et nous dire bravo le soir de la course. Je trouve qu'il y a rien de mieux que ça. Donc moi-même, j'ai besoin d'un coach et j'ai un coach. Et c'est pour ce lien que je peux créer avec le coach que je le prends plus que pour ses plans d'entraînement directement, même si forcément après on a confiance et ça enlève aussi une charge mentale de pouvoir juste suivre un plan. Alors, on l'a bien compris et tu le communiques à travers le podcast aujourd'hui. Tu es vraiment quelqu'un qui aime transmettre, qui aime communiquer, qui aime partager. Et cette année, tu as créé une structure qui s'appelle la Running Academy. Euh, Est-ce que cette structure faisait partie du projet de ASICS de créer ce club de coureurs? Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus, sur la Running Academy? Mm. Alors la Running Academy aujourd'hui c'est une activité qui est totalement détachée de l'image de Dorian Louvet. Aujourd'hui du coup j'ai créé du coup une nouvelle entreprise. Donc c'est vrai que c'est des choses auxquelles j'étais pas préparé, mais aujourd'hui dans lesquelles je m'épanouis et je trouve ça incroyable. Donc j'ai créé une holding qui du coup gère plusieurs de mes sociétés. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un homme d'affaires. Mais en fait, je prends tellement tout avec de la légèreté que j'ai du mal à me rendre compte de tout ce que je peux faire. Et en vrai, c'est juste le kiff. Ça veut dire que moi, à la base, c'était d'enlever mon image. Il y avait tout qui était réuni. Il y avait l'influence, il y avait les contrats sportifs, il y avait les coachings, etc.
Et en fait, les coachings, bah, ça prenait. Et moi, en fait, j'avais clairement plus le temps. C'était chronophage. J'avais vraiment plus le temps de pouvoir et faire les plans d'entraînement et téléphoner aux athlètes, etc. Que ça fait déjà très très longtemps que je me suis dit, il faudrait que je crée une structure avec des coachs et que les coachs coachent pour moi et qu'en fait, moi, je sois à la tête de la structure et qu'on essaye de créer une communauté et que derrière, on arrive à pouvoir courir ensemble, vraiment créer des choses. Et ça a pris du temps parce que des fois je suis un peu feignant et je mets du temps à faire les choses. Et c'était une chose que j'avais dans ma tête depuis très 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 longtemps. Et là, je me suis motivé à le faire en me disant, allez, vas-y, là, c'est le moment. Et en fait, ça cartonne, c'est incroyable. Je suis super ému à chaque fois de parler de ça parce que ça, c'est vraiment mon bébé et ça, je le dois à moi, rien qu'à moi. Je l'ai créé tout seul. Là, du coup, j'ai embauché quelqu'un. Là, je suis en train de chercher un nouvel alternant. Ça fait 4, 5 mois. J'ai créé la structure quand j'étais au Kenya, en stage au Kenya. J'ai fait tout depuis le Kenya. Donc, c'était avant mon marathon. Donc, c'était en mars ou février, je crois. Et aujourd'hui, j'ai 250 adhérents. J'ai 12 coachs. Et, euh, et j'ai surtout bah, des gens qui ont envie de courir et qui ont envie de progresser. Donc c'est compliqué parce qu'en soi, ils aimeraient pour beaucoup être entraînés par moi parce que je suis la face visible de l'iceberg et que je brille plus que les autres coachs via les réseaux sociaux. Pour autant, les coachs que je recrute, c'est vraiment des passionnés, des gens que je connais pour certains depuis même 15 ans, avec qui j'ai fait mes débuts en course à pied. Donc c'est vraiment, vraiment des passionnés qui ont exactement le même profil que moi. Et si les gens viennent pour les bonnes raisons, qui sont d'intégrer une communauté de coureurs avec l'envie de progresser, de créer des liens avec l'entraîneur et de créer des liens avec une communauté, alors ils sont au bon endroit à la Running Academy. J'ai aucune idée de quoi la Running Academy est faite demain, mais pour moi c'est vraiment mon petit cheval de bataille, c'est vraiment mon business. Et si demain les réseaux sociaux tout explose, je sais que c'est là-dedans que je m'épanouirai le plus et sur lequel j'espère pouvoir gagner ma vie. Même si aujourd'hui clairement le but c'est pas de gagner sa vie avec la Running Academy, c'est vraiment de la développer et de pouvoir créer une structure viable. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable tout ce qui se passe autour de ça. Mais encore une fois, c'est autour de la course à pied. Donc c'est pas comme si j'avais ouvert un restaurant. Ah bah si. Mais, mais c'est pas comme si j'avais créé une marque de jouets ou je sais pas quoi. Enfin, ça reste vraiment cohérent avec mon profil et du coup, je suis très content de ça. Alors, tu l'as dit, hein, puis on l'entend, on sent ton enthousiasme et ton côté entrepreneur. Tu as aussi Ouais. investi d'ailleurs dans un restaurant à Caen. Il y a, je crois, à peu près un an, hein, tu l'as ouvert un peu plus d'un an. Ça fait aussi partie de la holding et du projet d'Orient Louvet de vouloir de sauter un peu sur les opportunités parce que tu ne l'as pas fait non plus par hasard, tu l'as fait avec un pote à Ouais, toi. c'est important, je pense, de C'était pouvoir se important. diversifier. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est beau, mais combien de temps? On n'en a aucune idée. Je pense que personne peut le dire. Il y a 5 ans, tout le monde disait ça durera 1, 2 ans. Là, aujourd'hui, c'est encore en pleine expansion et ça cartonne. Mais c'est bien de se diversifier. Et voilà, le restaurant, ça a été une opportunité avec un ami à moi qui est entrepreneur et qui m'a parlé de ça. Et on s'est lancé dans le projet d'un restaurant qui s'appelle Paul et Léon en mémoire aux 2 premiers médaillés d'or des Jeux Olympiques de l'ère moderne, médaillés d'or français. Donc toujours un lien avec le sport, avec la diffusion des événements sportifs, etc. Donc effectivement, ça c'est une corde de plus à mon arc, qui est pas forcément facile, mais euh, mais je suis très fier. Je suis super fier de ça. Je suis super fier à chaque fois que je passe les portes de mon restaurant de voir les gens déguster, se régaler et avoir des sourires. Et moi, aller discuter avec eux de course à pied parce qu'ils viennent tous me dire, alors, comment c'est l'entraînement en ce moment? C'est quoi la prochaine compète? Donc, voilà, je sais pas de quoi demain est fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas peur d'entreprendre. Je me suis planté. Je me suis planté. J'ai investi dans de la crypto-monnaie. Je me suis vraiment planté. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ça fait partie des risques. Si ça avait cartonné, on m'aurait dit tout réussi. On voit souvent ce qui marche, on voit pas ce qui marche pas. Mais voilà, j'essaierai encore d'entreprendre. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et beaucoup aux gens, mais pas du tout par intérêt, mais parce que j'aime bien discuter avec les gens et ça offre énormément d'opportunités. Parce qu'il y a toujours des opportunités qui sont là à droite, à gauche. Et les opportunités, tu les crées pas depuis ton canapé en fait. Donc 100% des gens qui ont des opportunités, c'est parce qu'ils sont allés les chercher.
Ça vient pas comme ça. Donc, moi, je bouge beaucoup. On me dit souvent, mais t'es partout, tu t'arrêtes jamais. C'est vrai, mais en fait, c'est parce que j'aime ça. J'aime découvrir des nouveaux univers, j'aime découvrir des nouvelles personnes. C'est super enrichissant et à chaque fois, ça te donne des idées sur des nouveaux projets. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je sais pas ce que je ferai dans 5 ans, je sais pas ce que je ferai dans 10 ans. Juste aujourd'hui, je m'éclate et si je peux continuer comme ça, bah oui, ça a un impact sur ma vie de sportif et sur mon niveau, je pense, en sport, parce que ça rajoute énormément de fatigue. J'ai souvent l'impression d'être au bord du burn-out et d'éclater tellement je suis fatigué. Pour autant, j'arrive pas à ralentir tellement tout ce que je fais, en fait, c'est magnifique. Donc, on verra la suite, mais en tout cas, j'ai pas fini d'entreprendre. Et si je peux continuer à construire un patrimoine et créer des entreprises et surtout les créer pour m'éclater, je m'arrêterai pas maintenant. Tu disais, tu as perdu de l'argent avec la crypto-monnaie, avec les bitcoins peut-être. C'était quoi? C'était un investissement, une décision personnelle ou quelqu'un qui t'avait conseillé d'aller sur ce marché financier et tu as perdu combien? Quelqu'un qui m'a effectivement parlé, qui m'a proposé d'aller une crypto-monnaie qui sortait, qui avait un lien avec le sport. Voilà, qui avait un lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc encore une fois, moi je suis sensible à tout ça. Donc je trouvais que l'idée était belle, le brief était incroyable, on m'avait promis monts et merveilles. J'ai investi 25 000 euros. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais apparemment, c'était une arnaque. Apparemment, la personne s'est barrée avec toute la thune. C'est super compliqué. J'ai essayé de démêler les vrais du faux. De toute façon, après, j'ai signé des papiers, je l'ai fait en mon âme et conscience, donc je peux rien dire. Et voilà, c'est assez compliqué. Franchement, j'ai très mal dormi pendant pas mal de nuits, mais je me dis que ça me sert pour la suite. Faut pas, j'ai tendance, voilà, comme je l'ai dit depuis le début, je suis authentique, je suis vraiment entier. Et j'ai tendance à faire très vite confiance. Demain, pour toi, Fred, tu vois, tu me dis, viens, j'ai besoin de toi, on va faire ça. J'y vais direct parce qu'on a passé des moments ensemble et des moments qui sont authentiques, qui sont vrais, au bord d'une piscine, à discuter de la pluie, du beau temps, sans tout ça. Et pour moi, c'est des moments qui sont importants. Je fais confiance aux gens et du coup, je pense que des fois, je suis un peu trop gentil. Et c'est vrai que sur ce coup-là, bah, c'est très difficile, même encore aujourd'hui. Hein, c'est jamais facile de se dire que on a perdu tout cet argent-là, mais voilà, je me dis que ça m'aidera par la suite. Ouais, on sent très bien que l'humain et les émotions, les sentiments sont très forts et très importants pour toi. La holding, elle pèse quoi aujourd'hui, la holding d'Orient Louvet? T'as combien de parts dans ce restaurant et dans Running Academy? Running Academy, c'est 100% à toi. Ouais, alors franchement, là, tu me poses une question où, en fait, je vais te dire un truc qui est réel, c'est que j'investis, je pourrais même pas te dire, et je te jure, tu me dis combien par mois tu gagnes aujourd'hui, j'en ai strictement aucune idée. Parce que, bah, tu vois, j'ai rendez-vous avec ma comptable demain, justement, pour qu'elle essaye, parce que elle se tire les cheveux avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me prends un petit salaire, enfin, je me prends un salaire sur ma structure, que j'ai augmenté, je gagnais 1500 euros net. Il y a encore quelques mois, je suis passé à 2000 euros net par mois sur ma structure. Mais voilà, derrière, il y a des dividendes, des choses comme ça, parce qu'en fait, et moi, c'est vrai que du coup, avec mes collaborations, des choses comme ça, au final, des fois, j'ai pas forcément besoin de sortir toujours beaucoup d'argent. Euh, En fait, je me contente de ça. Ça veut dire qu'en fait, l'argent, il est là, il monte sur la société, à droite, à gauche. Et genre, je m'en fous. Genre, je suis content, je me dis, ah, c'est que ça marche. Mais à aucun moment, en fait, je suis là à me dire tout de suite, bah vite, récupère-les, comment on va optimiser fiscalement, etc. Moi, juste, je kiffe, je me dis, ah, trop cool, ça marche. On continue, plus il y a de monde, plus ça marche. Plus du coup, on communique, plus j'embauche. Et je trouve ça drôle, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, il y a, on va dire, ma société d'image que j'ai à 100% parce que c'est celle que j'ai toujours eue et bah, c'est celle de mes contrats sportifs, etc. Ensuite, j'ai le restaurant sur lequel j'ai 45%. Et la Running Academy sur lequel aujourd'hui j'ai 100% des parts, mais qui a 4 mois. Donc en vrai, pour le moment, j'ai pas encore du coup, enfin, non, plus que 4 mois, du coup, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, ça fait 6 mois, 7 mois. Mais aujourd'hui, j'ai pas touché 1 euro avec la Running Academy. Mais je pourrais, c'est juste que je me suis pas encore vraiment penché sur le sujet. Je veux juste que ça soit viable. J'ai peur toujours du lendemain, j'ai peur que ça s'arrête, j'ai peur que tout s'écroule. C'est flippant hein, tout ce monde-là en fait. Hein. T'as toujours l'impression que tu dors jamais bien sur tes deux oreilles. T'es toujours en train de te dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour pas que les gens partent, pour que les gens viennent, etc. Donc c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment aucune idée de te dire combien ça pèse.
Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai la chance aujourd'hui de pas regarder mon compte en banque tous les jours. Et si j'ai envie de m'acheter quelque chose, de partir en vacances, je pars en vacances et je m'achète quelque chose. Pour autant, je roule en Peugeot. Et pour autant, j'habite en banlieue caennaise. Et ça va très bien. Maintenant, voilà, si un jour j'ai l'occasion de m'acheter une belle voiture, je le ferai pour me faire plaisir et j'aurai pas honte de ça. Parce que je pense que l'argent qu'on a, on le mérite. Et il n'arrive pas par hasard. Donc le jour où j'arriverai à savoir combien tout ça, ça pèse, je te le dirai. Mais là, aujourd'hui, même moi, je sais pas combien je pèse sur la balance. Alors mes sociétés, encore moins. T'es un entrepreneur altruiste plutôt qu'un capitaliste finalement. Ouais, totalement. Ouais, clairement. Là, ça reflète beaucoup plus ce que je suis que. Voilà. Après, encore une fois, hein, je sais pas de quoi demain est fait. On change, on évolue, on grandit, on fait des nouvelles rencontres qui nous font évoluer, qui nous font voir les choses de manière différente. Et j'ai vraiment hâte au final de savoir ce que sera la Running Academy dans 3 4 ans. C'est vraiment une question que je me pose tous les jours. Euh, Est-ce que la course à pied va continuer d'avoir le vent en poupe? Est-ce que la course à pied va continuer de vouloir motiver autant de gens à se dépasser? Aujourd'hui, c'est devenu un vrai business, le monde de la course à pied, du trail. Tout le monde veut s'y mettre. Donc forcément, quand toi, depuis 20 ans, tu es dans ce milieu-là, t'as de l'avance sur beaucoup de gens, mais t'as de l'avance parce que t'es juste authentique, passionné et connaisseur. Et j'ai toujours dit que je pense être assez crédible et légitime dans ce rôle-là. Et c'est pour ça que je veux continuer aussi à m'entraîner et à perfer pour garder cette crédibilité-là et de dire voilà ce que je propose. Mais si je le propose, c'est pas que des belles paroles, c'est parce que je le crois et que ça marche sur moi. On va avancer et finir bientôt ce podcast parce que je crois que tu dois aller chercher ta petite Exactement. fille avec qui tu as couru sa première course il y a 4 jours. J'ai vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'était assez émouvant. Ça C'est fait génial. partie du personnage. Tu as ce rôle aussi d'influenceur. On va finir là-dessus. Tu as une grosse communauté, tu le disais, qui te suit. T'as les gens qui te suivaient pour koh t'ont quitté. Tu as retrouvé une communauté de coureurs, de trailers, de sportifs. Mais par contre, tu as aussi profité, tu as surfé sur cette vague pour aller faire des activations, comme on les appelle, parfois dans des campings, au camping des Flots Bleus sans doute, ou pour Nespresso sur le Tour de France. Tu continues à faire ces animations et combien ça rapporte? Alors par exemple, concernant les campings, c'est super fatigant. C'est très 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 fatigant de se taper tous les jours, je sais pas, 100, 150 bornes de route pour aller faire une animation camping. En plus, c'était une animation koh. Je crache pas du tout dessus, c'était bien, mais c'était vraiment alimentaire. Même si je m'éclate en fait, parce qu'à chaque fois que je vois les gens sont gentils, sont contents. Donc moi, dès que j'arrive, eh ben, j'ai le sourire et ça se passe bien. C'était quand même payé 1000 euros la date, la soirée. Donc je te laisse faire le calcul quand tu pars 5 jours, c'est pas mal. Quand tu fais 3 semaines, c'est pas mal non plus. Donc voilà, je l'ai fait pendant 2 ans. Je pouvais le refaire cette année. J'y suis pas allé parce que c'est très fatigant et que clairement derrière tu peux pas t'entraîner correctement. Donc aujourd'hui, ASICS par exemple a financièrement mis un peu plus aussi sur la table pour que j'arrête tout ça. Et donc toutes ces activations, j'ai vraiment ralenti. J'essaye de ralentir. J'en fais encore quand c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que c'est en lien aussi avec le sport. Mais c'est vrai que le fait de faire beaucoup d'activation, c'est vraiment, vraiment sur ta santé physique et mentale super impactant. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais effectivement, ça m'arrive encore d'en faire. Quand je suis allé sur le Tour de France, alors Nespresso, je sais même plus combien c'était, mais je pense qu'en fait, à chaque fois, quand tu vas sur une activation, derrière, ils te demandent de fournir un contenu sur les réseaux. Donc, en gros, à chaque fois, c'est aux alentours de, je vais te dire, et je te jure, hein, je vais te dire un chiffre approximatif, mais pas parce que je veux pas le dire, c'est parce que je sais plus exactement, mais je pense que c'est ça. Mais par exemple, pour aller sur le Tour de France une journée, faire du contenu et publier un réel derrière, on doit être sur les alentours de 3500 euros. Donc encore une fois, 3500 euros, à prendre avec des pincettes, hein. Derrière, je donne 20% à mon agence. Donc il reste beaucoup moins. Et c'est pas derrière du net dans ma poche. C'est-à-dire que ça va sur ma société. Derrière, bien sûr qu'on paye des impôts. Donc je vais faire un schéma tout court. C'est que sur des opérations que j'ai pu gagner, sur des belles opérations, sur plusieurs réels, plusieurs mois, où ça se négocie à hauteur de 10 000 euros, et ben en fait, sur les 10 000 euros, déjà, je donne 2 000 euros à mon agence.
il me reste 8 000 euros. Et en gros, si je veux vraiment ça net dans ma poche, avec les charges, il me reste 4000, 4300, 4400 euros. Ce qui est une très belle somme, c'est incroyable. Mais on est loin des 10 000 euros dans la tête des gens, où quand les gens t'entendent 10 000, ils disent le mec se met 10 000 euros dans la poche. Bah en fait non, au final il y a que 4400. Que 4400 entre guillemets, ça reste quand même des sommes incroyables. Mais voilà, c'est vrai que bah, ça fait partie du job, mais quand on a une société, on se rend compte qu'on est aussi beaucoup imposé. Moi, ça m'a jamais dérangé d'être imposé et de payer mes impôts. Ça veut dire que je gagne de l'argent. Mais bon, voilà, faut quand même prendre toutes ces sommes avec des pincettes et pas prendre ça pour argent comptant. Alors justement, tu parlais de cette agence, de ton agent, Goulven Cornec, je pense que c'est de lui Bien dont tu sûr. parles, de l'agence Fresh Touch. C'est aujourd'hui indispensable pour toi dans une agence pour à la fois gérer les contrats, gérer l'image et gérer l'afflux de demandes, de sollicitations. Ouais, c'est indispensable et en fait un petit peu comme je j'assimile ça aussi un petit peu à comme un coach en course à pied qui est là pour toi. C'est-à-dire que est-ce que tu peux faire sans ton agence? Oui, mais en vrai c'est genre impossible. Moi je peux pas. J'ai besoin de quelqu'un qui est là pour me rassurer, pour négocier mes contrats. Je suis pas bon négociateur. J'aime pas négocier, surtout quand il s'agit de soi, de se dire bah c'est pas assez cher pour moi, c'est pas. Voilà, j'ai vraiment la chance d'être tombé dans une agence qui a monté un pôle sport. J'étais le premier du pôle sport à être monté. Ils ont aujourd'hui le monopole sur la santé, l'agence Fresh Touch. Mais sur le sport, il y avait personne. J'ai été le premier athlète. Et derrière, ça s'est énormément développé. Aujourd'hui, il y a pratiquement tous les trailers qui sont arrivés là-bas. Parce que aujourd'hui, bah oui, l'influence sur les réseaux sociaux, ça permet aux sportifs de pouvoir gagner leur vie et de vivre de leur passion. Donc, je comprends les gens qui disent ah ouais, il était trailer, il est devenu influenceur. Franchement, enfin non, je comprends pas parce qu'en fait, c'est juste de la communication et en plus, les gens qui disent ça sont des gens qui consomment. Donc qui consomment et qui sont contents de voir le mec qui gagne ou qui fait podium à l'UTMB, voir ses entraînements, voir ses doutes, etc. Donc en fait, les gens consomment, mais derrière se plaignent en disant ouais, ils sont de l'argent sur notre dos. Donc en vrai, c'est vraiment vraiment lunaire de penser tout ça, mais mais en tout cas, l'agence, moi, m'accompagne, m'ouvre un réseau, me sécurise, m'enlève une charge mentale incroyable. C'est-à-dire que toutes les demandes, c'est eux qui gèrent, ils appellent, ils font ça, ils font ci. Les marques, souvent, elles auraient tendance à te dire, OK, on te signe pour ça, et à vouloir te rajouter, te rajouter, te rajouter. Et en fait, toi, si t'es trop gentil, tu te fais bouffer. Ton agent, il dit, non, il y a ça, ça, ça qui a été négocié. Il n'y a pas plus, pas moins. Et en vrai, c'est vraiment un confort de vie d'être accompagné par ces agences. Alors oui, il y a un pourcentage qui est pris, mais pour autant, bah voilà, pour moi, ça vaut tout le travail qu'ils peuvent faire. Et c'est important, je pense, à un certain niveau, de pouvoir être accompagné quand tu peux te le permettre. Alors on va terminer sur le regard que tu portes sur justement ces jeunes qui voient ce que vous faites, toi, Mathieu Blanchard, Sylvain Cusso, qui sont dans cette agence. Souvent, les jeunes coureurs ont envie d'être influenceurs avant d'être coureurs. Euh, Est-ce qu'il y en a pas qui veulent un peu survendre leur image alors ils ont un manque de performance? Quel est ton regard et quel conseil tu donnerais là-dessus? Alors clairement, déjà, j'ai pas de conseils à donner parce que je suis personne pour donner des conseils sur les réseaux sociaux. En tout cas, en tout cas dans leur approche et dans ce qu'ils veulent faire. Maintenant, le meilleur conseil, en tout cas, ce qu'on m'a toujours dit, c'est d'être naturel et authentique et que les gens s'attachent. En fait, moi, au-delà du sportif, de l'influenceur, machin, je sais que les gens sont là parce qu'ils se sont attachés à moi. Tu vois, quand je croise les gens dans la rue qui m'ont jamais vu et qui me disent, ouais, Dodo, ça va. En fait, direct, il y a cette proximité que j'ai réussi à créer, mais de façon naturelle. Et je sais qu'aujourd'hui, ça m'a aidé. Mais faut pas oublier que je pense que si Mathieu Blanchard faisait millième à l'UTMB et que Sylvain Cusso n'avait jamais couru de sa vie et que moi je faisais 7 heures au marathon, je pense qu'on n'aurait pas la même communauté qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que nous on est suivis aussi par rapport à notre niveau en course à pied. Maintenant, il y en a qui sont suivis que par rapport à ce qu'ils communiquent. Et en vrai, c'est ok, moi ça me dérange pas. Et ils communiquent très bien et ils font beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Et ils le font très bien. Donc aujourd'hui, clairement, il y a des gens qui rêvent de ça, d'être influenceurs, parce que ils pensent que c'est de l'argent facile. Mais attention, hein, parce que franchement, c'est une charge mentale incroyable. C'est vraiment que la face visible de l'iceberg. C'est vraiment quotidiennement dur mentalement de devoir toujours
répondre aux sollicitations, de toujours faire attention à son image aussi. Et c'est surtout qu'en fait, il faut que tu aies quelque chose à proposer. Tu peux pas être influenceur si en fait tu sais pas ce que tu as proposé et tu deviens pas influenceur du jour au lendemain. Soit tu as la chance de faire une émission télé qui te fait faire un tremplin et c'est parti. Moi, clairement, si j'avais jamais fait koh j'aurais jamais eu cette communauté et je vivrais jamais de ça aujourd'hui. koh c'était un tremplin parce que j'ai fait de la télé. Faut avoir la chance de faire la télé. Maintenant, si tu fais pas de télé et que tu veux perfer sur les réseaux, t'as soit intérêt à être le meilleur en course. On le voit aujourd'hui, hein, il y a plein de très bons coureurs qui percent sur les réseaux parce qu'ils communiquent très bien. Et moi, je trouve ça très cool. Et ça marchera pour eux et les marques les approchent et du coup, ils gagnent leur vie comme ça. Mais faut pas se perdre en chemin et vraiment savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux prôner. Si c'est prôner des conseils en course à pied et dire regardez comme je suis fort, mais qu'en fait tu t'entraînes pas et que t'es pas fort, ça marchera pas. Après, t'as pas besoin d'être fort pour être un influenceur non plus. Mais par contre, il faut que du coup ton dialogue et ton discours, il soit en adéquation avec ce que t'es. Alors la conclusion est toute trouvée, Dorian, merci, mais en gros c'est vraiment grâce à koh si aujourd'hui t'en es là. Ah oui, clairement. C'est pour ça, moi je veux pas être assimilé à koh. Pour autant, je crache pas du tout sur cette aventure. Et moi, c'est clairement koh qui m'a donné le tremplin. Après, il y en a plein qui font koh et une fois qu'ils ont fait koh ils retournent dans l'anonymat et ils sont obligés de reprendre leur job. Moi, koh ça a été un tremplin et derrière, j'ai réussi à le transformer par rapport au marché de niche que je suis allé chercher, qui est ma passion, qui est la course à pied. Merci beaucoup pour cet entretien, Dodo, parce que c'est vrai que c'est Dorian, mais c'est aussi Dodo. Et puis en tout cas, si on te croise sur les courses, je peux le confirmer, vous pouvez vraiment aller le saluer, discuter avec lui, parce qu'il est exactement comme vous l'entendez là, généreux dans le dialogue, généreux avec les gens, enthousiaste toujours, et puis sans filtre. C'est vrai que j'ajouterais peut-être même une facette de ta personnalité, c'est que tu es un peu acteur des fois et qu'on a vraiment passé de bons moments ensemble à rigoler. Et ça, c'est hyper important. Et on sent aussi que tu le communiques à travers les réseaux et à travers ta communauté. Merci beaucoup, Dorian. Et puis, remets-toi bien de cette angine blanche qui t'affecte depuis quelques jours. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup, Fred. C'était un plaisir d'échanger. Merci, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.